Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 avril 2026 et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un ami sur le podcast, quelqu'un que j'estime beaucoup, qui fait le buzz aujourd'hui sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, sur la tech, qui a un produit aussi, une start-up extraordinaire qui s'appelle Argile. J'ai déjà reçu son associé Laodis, que j'adore sur ce podcast. Et donc il s'agit aujourd'hui de Brivael. Bienvenue ici, cher ami. Merci de m'inviter, très très cool. Ça faisait longtemps qu'on devait se faire ce podcast, donc je suis très heureux de le faire, enfin. C'est vrai, ça faisait super longtemps qu'on voulait le faire, on avait des idées, mais la roadmap de l'IA générative va tellement vite qu'au final on a plein de nouveaux sujets à traiter. Donc, Brivael, toi tu es CTO de Argile, cofondateur de Argile. Vous avez donc une boîte d'avatar aujourd'hui, Yes. une startup d'avatar. Vous avez fait YC, vous êtes des serial entrepreneurs avec Laodis. J'adore ce que vous faites, j'adore les produits, mais pour moi vous avez aussi tous les deux une vision qui va beaucoup plus loin que ça. Vous intéressez aussi beaucoup à la tech, à l'IA. Récemment, tu viens de faire, on est obligé d'en parler, un carton, tu viens de casser X. Tu as une courbe exponentielle sur X. Je crois que tu vas avoir peut-être 33 000 followers aujourd'hui. En combien de temps? 2 mois? 2 mois à peu près, ouais. 2 mois. C'est un des premiers comptes auxquels je me suis abonné sur X. Je l'ai fait ce matin pour bien faire mes devoirs. C'est le minimum, c'est la moindre des Tu fais choses. partie des pigeons parce que mes haters disent que mes subscribers sont des pigeons. Donc sur ma bio, j'ai mis que j'étais maître fauconnier. Ah, c'est ça, maître fauconnier. Oui, c'était une blague, je l'ai enlevé d'ailleurs. Très bien. C'est assez marrant. Parfait. Donc, tout d'abord, comment, on commence toujours un petit peu comme ça, l'IA générative, j'ai vu un de tes posts là-dessus, on va pas nous l'interdire, nous l'enlever, c'est quand même une révolution extraordinaire. Je pense que c'est... J'ai souvenir de Sundar Pichai, des barons de la tech, comparant l'intelligence artificielle et la generative AI comme l'invention du feu. Bill Gates disait qu'il y a eu 2 révolutions ces 40 dernières années. Il parle de l'interface graphique en première instance et la Gen AI. Et effectivement, moi, je pense que là, on est en train de créer la dernière... En fait, l'humanité a toujours créé des outils pour sortir de sa condition humaine. Bien sûr. Et je pense que la Gen AI, c'est la dernière brique qui va faire sortir l'humanité de sa condition de labeur. Parce que la Gen AI, pour moi, ça enlève... En fait, les jobs vont devenir beaucoup plus fun dans le futur parce que cette technologie-là enlève toute la partie laborieuse du travail, donc dans le sens latin du terme tripalium. Ouais. Et en fait, c'est extrêmement enthousiasmant parce que l'intégralité des jobs du futur seront focalisés sur le goût, la capacité à faire des choix. Et ça, l'humain, je pense que quand l'humain est mis et focalisé là-dessus, il est heureux. Et en fait, je pense que l'humain n'est pas heureux à faire des tâches répétitives, etc. etc. Et du coup, la Gen AI qu'on est en train de vivre, et on est, pour moi, au tout début de ça, ça ne s'est pas encore cristallisé. En tout cas, je pense qu'on a vraiment la chance de vivre ça en tant qu'humain, parce que c'est fou. C'est ce qu'on veut. Et merci de revenir à vraiment, pour moi je partage cet objectif, cette vision à 100%. C'est tout simplement, l'IA n'est pas qu'un outil. L'IA peut agir à notre place, travailler pour nous, peut nous amener à une société, une civilisation de l'abondance qu'on n'a jamais connue. Aujourd'hui, elle fait des travaux qui relevaient du domaine intellectuel, peut-être bientôt dans le domaine physique. Et c'est ça, quoi. Arriver à une civilisation de l'abondance portée par l'IA qui travaille pour nous, il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Je pense qu'on va revenir à une forme de craft. Il y a un truc intéressant du fait d'être sur Paris, c'est de se balader dans Paris et voir la beauté absolue des bâtiments, des œuvres d'art, des musées, etc., etc. Et je me pose la question en permanence de pourquoi on n'arrive plus à créer ce genre de trucs. Et en fait, ça s'explique par nos sociétés modernes où en fait, on a maximisé l'efficience et la profitabilité au prix de la beauté. Et je pense que l'IA va nous faire revenir à une forme de renaissance vu que
le goulet d'étranglement qui était les matériaux, on n'avait pas le temps de faire quelque chose de magnifique. Vu que l'IA va s'occuper de ça, l'humain va revenir à une forme de craft. Et en fait, pour moi, l'avenir de l'humanité, on peut le résumer à, en fait, on va juste tous s'impressionner les uns les autres par le software, par les expériences, Et en fait, fondamentalement, je pense que ça va créer des sociétés beaucoup plus saines et beaucoup plus épanouissantes, parce que justement, le but, c'est, OK, en fait, faire un bâtiment moche, ce sera une commodité. Faire une œuvre d'art, c'est du craft. Et du coup, un peu comme la culture japonaise est un peu précurseur là-dessus, ils ont cette capacité à, même sur des jobs assez classiques, ils vont avoir cette capacité d'aller extrêmement loin dans la qualité. Ça peut être le mec qui va faire les meilleurs sushis du coin, le mec qui va faire les meilleurs sabres, et ils ont cette tendance à essayer de tendre vers la transcendance. Et en fait, pour moi, l'IA va forcer tout le monde, un peu par design, à aller vers une forme de renaissance et de craft absolue dans tous les domaines, en fait. Donc c'est extrêmement enthousiasmant. Alors, ça me fait penser à deux choses, hein, je rebondis, mais j'ai vu Aravind, le fondateur de Perplexity récemment, qui de temps en temps, alors moi je le trouve super smart, hein, et je pense qu'il est très en avance sur l'IA générative. Donc, il a créé Perplexity, donc, et il disait tout simplement, de manière un peu abrupte, un discours qui s'entend pas trop, mais il y avait quand même un fond de vérité, il disait... Bon, l'IA va remplacer les jobs. Pour moi, c'est pas un problème parce que les gens, en fait, n'aiment pas leur boulot dans l'ensemble. Tu vois, donc et en fait, je dis ça parce que je pense qu'il y a quand même un fond de vérité. Et qu'au-delà il y a plein de boulots, en tout cas, qu'on fait qui sont alimentaires. Et que c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir aller un cran plus loin sur plus la passion, le crafting dont tu parles et tout ça. Et j'ai vu ton post sur le crafting où tu mettais une superbe création architecturale sur X. Donc, allez suivre Brivael sur X. Merci. Compte @Brivael, Brivael, et vous ne serez pas déçus. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est marrant, parce que ça me permet aussi d'introduire un modèle qui vient de sortir. J'essaie de parler des actuels à chaque fois. C'est ChatGPT Image 2. Et tu sais quoi? Ce matin, j'étais en face de chez moi en train de prendre un café. Et je me suis amusé à prendre une photo de l'immeuble dans lequel je vis à Neuilly. Et j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, vas-y, fais-moi cet immeuble, conserve la structure et tout ça, fais-moi cet immeuble en gothique. Et tu vois, ça m'a fait un truc extraordinaire qui fait rêver. Et tu te dis, waouh, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait des trucs extraordinaires avec beaucoup de raffinement. Et en tout cas, aussi, donc, avec ChatGPT Images, essayez sur n'importe quel immeuble, n'importe quelle maison. Vous verrez que ça fonctionne extrêmement bien. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, je suis en train de développer une théorie par rapport à ça. C'est que j'ai toujours trouvé assez dommage que depuis la mort de Steve Jobs, il n'y a personne qui a repris l'héritage bien sûr. de la connexion de la technologie et du design. Les produits d'Elon Musk sont jolis, mais c'est pas transcendantal comme pouvait l'être l'iPhone ou même les applications que pouvait faire Steve Jobs. Et je pense que l'environnement joue beaucoup. Et en fait, l'histoire de Steve Jobs, la construction de Steve Jobs, c'est... il dropped out son université, il va faire de la calligraphie et il a toujours énormément voyagé, il a fait des retraites en Inde et c'était un grand admirateur du Japon avec vraiment une profonde sensibilité au design, au beau, à la littérature et à la culture de manière générale. D'ailleurs, il y a une phrase moi, que j'adore, qu'on répète souvent en interne à Argile, c'est la fameuse sortie qu'il avait fait dans une interview en milieu des années 90, je vous conseille d'ailleurs de la regarder, qui s'appelle The Lost Interview. The Lost Interview, ce que je vois, c'est la bande avait été perdue pendant 10-15 ans et ça a été retrouvé. D'ailleurs, cette masterclass, c'est une des meilleures interviews de Steve Jobs existantes. Et dans cette interview, il parle de Microsoft et il parle du succès de Microsoft. Et il dit The only problem with Microsoft, they have no taste. They have absolutely no taste, and not in a small way, in a big way. Et en gros, il explique que le problème de Microsoft et dans la construction de Microsoft, c'est que vu que Bill Gates... et d'ailleurs, pour la blague, à l'époque, il y a des sorties où il disait que Bill Gates aurait dû prendre du LSD pendant sa jeunesse parce que ça lui aurait ouvert l'esprit et ça lui aurait donné une sensibilité. Alors, parce que Steve Jobs expliquait sa sensibilité à l'art et au beau au fait qu'il ait pris du LSD dans sa jeunesse. Je ne savais personne ne prendre du LSD dans sa jeunesse, mais
C'est comme ça que Steve Jobs voyait les choses. Et en fait, ça, je trouve aujourd'hui, en fait, quand on se balade à San Francisco, c'est pas moche, mais c'est très fonctionnel. Et le problème des Américains, c'est qu'ils ont une culture euh, très pragmatique, business, extrêmement froide, extrêmement bourrin. Et ça, T'as des coins différents, mais c'était vrai que t'es sur Market Street. mais voilà, Bon, bah voilà quoi. c'est pas Florence, c'est Ouais. pas Paris, c'est pas Amsterdam. Enfin, il y a un côté de, ils sont bloqués parce que fondamentalement, je pense ils sont pas dans la recherche du bois maximal et du coup, c'est assez limité. Il y a toujours une logique de profitabilité. Donc oui, New York, c'est joli, mais ils sont pas allés aussi loin. Et du coup, moi, ma thèse là-dessus, c'est que pour développer du goût, il faut être entouré de beau. Et le fait d'être en Europe et d'avoir cette capacité à avoir du beau, vu que l'exécution pure et dure va devenir commoditaire, c'est pas impossible qu'il y ait une sorte de nouvelle renaissance en Europe, parce qu'en fait, les gens, historiquement, ont beaucoup plus de sensibilité au beau et à l'art, etc., en Europe, parce que juste quand tu te balades dans Paris, dans les villes européennes, c'est juste magnifique. Et les prochaines startups stylées vont venir de Venise. Bah, si on rentre dans un monde où la défensabilité, c'est avoir du goût, bah en fait, c'est pas impossible. Être à San Francisco, mine de rien, j'ai souvenir d'une phrase quand on était à Y Combinator de Michael Seibel, donc le mec qui a fait Twitch, qui est parti monter son fonds depuis. Pendant un des meetings, il avait dit un truc assez marrant. Il avait dit San Francisco is boring, is not a bug, it's a feature. Et en gros, ça, c'est le filigrane de ça, c'est que San Francisco, c'est une ville qui est pas spécialement fun, pas spécialement belle, mais qui est le meilleur endroit du monde pour construire. Bien sûr, bien sûr. Et effectivement, ils ont la meilleure capacité de construire des systèmes, de les scaler, de créer des big tech, etc. etc. Mais à part Apple, qui ces 40 dernières années avait réussi à associer les deux, le design et la technique, aujourd'hui, enfin pour moi, quand on prend par exemple même les produits d'OpenAI et d'Anthropic, je trouve que ça manque profondément de craft et pour moi, c'est des 7 sur 10 en permanence. Et tu sens qu'il n'y a pas cette obsession du détail à aller chercher chaque petit détail et faire vraiment une masterclass en termes de produits. Donc du coup, ma thèse là-dessus, c'est que on est en train d'automatiser l'exécution. La défensabilité, ça va être le goût. Pour développer du coup, bah, faut vivre, faut voyager, il faut voir des belles choses. Et donc, il y a un vrai avantage compétitif à trouver le bon équilibre entre capacité d'exécution bourrin des Américains et goût français. Et du coup, je pense que ce que Bernard Arnault, je crois que l'histoire de Bernard Arnault, je crois qu'il était parti aux US, il s'était un peu Bien sûr. cassé la gueule, il est revenu. Après les élections de Mitterrand en 81, tout à fait. Et ça, je pense qu'en fait, ce qu'il a appliqué à la mode, bah en fait, on va pouvoir l'appliquer au digital. Et que, en fait, c'est pas impossible que les vrais produits qui vont marcher dans le futur, c'est des produits qui seront considérés comme des œuvres d'art. Et il y aura ce côté fashionisation du software. Magnifique, j'adore cette expression. Fashionisation du logiciel. Et on en parlait juste avant, et je te disais, je trouve ça très intéressant. Dans ma tête, on dit toujours ce qui va compter dans le futur. Enfin, on commence à se faire une idée, on dit ça peut être le taste et l'agency. Alors en tant que Français, moi ça me parle pas forcément immédiatement taste agency, donc le goût, mais on pense tout de suite à quelque chose un peu de culinaire. Voilà. Agency en français c'est pas facile, l'envie de faire des choses et tout ça, mais donc fashionisation, même sur un mot anglais en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus expressif. Donc merci, cher ami, de nous partager cette notion de fashionisation du logiciel à venir, donc cette transformation. Maintenant, une question classique, tu la connais. Quel est ton setup ? Quels outils d'IA utilises-tu au quotidien ? Est-ce que tu as un petit usage secret, une petite astuce ? Et je sais que tu en utilises plein, donc on est très curieux par rapport à ça. On veut tous les modèles, les marques et tout ça, quoi, tu vois. J'utilise toujours l'état de l'art. Donc là, aujourd'hui, ça reste Claude qui est Anthropic avec Claude qui est vraiment au-dessus. Donc Claude et Claude Code. Évidemment, Argile, donc on construit le produit. Mais donc nous, on considère que
on a une vision sur les modèles, on pense que Google a raison. Donc, pour l'audience, Google avait sorti un mémo interne qui avait leaké il y a 3 ans et demi. Bien sûr. Où ils expliquaient qu'ils n'avaient pas de défensibilité et que même OpenAI n'en avait pas. Et que, en fait, le fameux no moat. Il n'y a pas de moat. Et en fait, les modèles sont comme de l'eau, comme de l'électricité. Et que, en fait, ça va devenir quasiment. En fait, ça va tendre vers le coût de l'énergie. C'est Mark Andreessen, le fondateur d'Andreessen Horowitz, qui a fait une Escape dans les années 90, qui avait fait une analogie en disant, en fait, c'est une race to the bottom, et donc une course vers le coût de l'énergie. Et que, en fait, aujourd'hui, les big labs et même les boîtes dans la Gen AI captent de la valeur en wrappant ces technologies et en vendant du token, en vendant de l'image, etc., etc. Mais que c'est des business models qui sont très éphémères, qui tiennent 6-12 mois, et qu'en gros, au bout d'un moment, ça va se cristalliser vers de la perfection. On commence à attendre ça sur l'image. Par exemple, l'image, là, donc Nano Banana 2 était déjà extrêmement bon. Le nouveau modèle d'OpenAI est extrêmement bon. Ouais. Au bout d'un moment, en fait, on va rentrer dans un 99,9 et le but, ça va être d'aller chercher le 99999. Et en fait, le compute qu'on va devoir mettre pour aller chercher un nouveau 9, bah, c'est pas impossible qu'on se dise ça vaut pas le coup parce que c'est déjà quasiment parfait. Et donc, pour moi, il y a encore du levier sur la vitesse d'inférence et la qualité sur les différentes modalités. Ouais. Mais on commence à toucher du doigt ça sur les différentes modalités. Et une fois qu'il y a ça, bah, on va rentrer dans l'ère des un peu comme... Pour moi, en fait, on est en train de... Ça fait 2-3 ans qu'on est en train d'inventer des technologies qui ne sont pas encore matures. Et je pense que d'ailleurs, Apple a compris ça. Et je pense que ça va être les grands gagnants à la fin. Ils attendent. Parce que la technologie n'est pas mature. Et c'est un peu comme si, en fait, quand l'iPhone est sorti et quand le cloud est sorti, ça a donné une nouvelle typologie de boîtes. Ça a donné Uber, ça a donné Stripe, ça a donné Dropbox. Bien sûr. Et en fait, ces boîtes... Toutes ces applications, tu as raison, qui ont émergé. Oui, tout à fait. Airbnb, qui était impossible avant, même, enfin pas inimaginable, mais qui aurait pas. Il y a une notion de timing, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ce que tu penses, c'est que donc il y a des nouvelles applications, des nouvelles idées qui vont émerger par-dessus ça. L'équivalent de l'applicatif du modèle, c'est l'équivalent du GPS. C'est l'équivalent. En fait, c'est des technologies qui mettent du temps à être créées parce qu'elles sont extrêmement consommatrices de capital. Qu'une fois que ces technologies-là vont vraiment bien fonctionner et on commence à toucher du doigt ça, on va rentrer dans la nouvelle ère des catégories players. Et en fait, pour moi, c'est des notes de musique, en fait, les modèles. Et on va pouvoir créer des produits de nouvelle génération. Et là, on va pouvoir créer ce qu'on appelle on réfléchit beaucoup depuis 2-3 ans, c'est comment créer un catégorie player. Et du coup, ne pas être sur des plaques tectoniques où en fait, tu crées un business model, 6 mois après, il est mort. Et en fait, toutes les boîtes de la Gen AI aujourd'hui sont des wrappers de commodité. Donc, c'est la meilleure manière de faire du cash aujourd'hui. C'est tu fais un play low-tech, tu prends un modèle, tu fais un marketing de bourrin dessus, avec influenceurs, pub et tout. Ça fait beaucoup de cash très vite. Mais ça va redescendre extrêmement vite. Et j'ai écrit un article récemment dans le journal Atlantico où moi, ma thèse, c'est que vu que OpenAI et Anthropic ont des business models qui ne sont pas pérennes, au bout d'un moment, en fait, ça va se cristalliser et en fait, l'open source, Google, XAI, va finir par rattraper ces géants. Et en fait, les nouveaux incréments, ce sera de plus en plus dur de créer de la défensibilité sur des nouvelles générations de modèles. Une fois que c'est ça, en fait, le business model d'OpenAI et d'Anthropic, les 30 ou 40 milliards de CA qu'ils font, ça peut redescendre aussi vite que c'est monté. Et que moi, ma thèse là-dessus, et je fais un petit bet, c'est que Anthropic va finir par se faire avaler par Microsoft, par Amazon. OpenAI va finir par se faire avaler par Microsoft. Que les deux gagnants, et Elon Musk a fait une sortie récemment là-dessus en disant qu'il ne restera que XAI et Google à faire avancer, à innover sur les modèles. Pourquoi ? Parce que Google a la culture, a la planche à billets qui est AdSense et qui va continuer l'inertie des choses. Tout le monde disait que Google allait mourir il y a 2-3 ans et en fait, c'est totalement l'inverse qui se passe. Et XAI. Pourquoi ? Parce que Elon Musk, on ne parie jamais contre Elon Musk, et là, ce qu'il est en train de construire avec Terafab, plus XAI,
plus Tesla, et à mon avis, il va finir par tout fusionner. Plus Cursor. Plus Cursor, c'est le seul en fait qui peut créer des business models viables où en fait il n'a pas besoin de wrapper ses modèles pour les rendre viables parce qu'en fait il va trouver de quoi les rentabiliser via des produits adjacents qui sont X, qui sont Tesla, etc. etc. Et en fait, je pense que pour moi on est encore... en fait, dans l'article que j'ai écrit, je disais que c'est un coup de génie conscient ou inconscient des big tech parce qu'elles ont réussi à faire financer leur R&D par le VC, par le private equity, par les retail qui investissent dans des SPV, etc., etc. Et les VC ont l'impression d'investir dans le futur Google, alors qu'en fait, c'est une division R&D des bien sûr, bien sûr. Ouais, une externalisation de la recherche auprès de ces labos d'IA. Ok. Alors, tu vois, moi, j'ai pas cette vision. Moi, j'ai l'impression que OpenAI est anthropique. Donc, alors attention, hein, je la comprends. Je comprends tout à fait ton argumentation. C'est un chemin possible. Moi, je pense plutôt que OpenAI et Anthropic vont capter une grande partie de la valeur dans les années qui viennent. Tu vois, j'en parlais ici avec Alexis de Kima. Mais par contre, je te rejoins complètement parce qu'il faut se rappeler que cette révolution est toute récente, qu'on est sur une révolution technologique. Sur ces cycles-là, on parle de cycles de 25 années, peut-être même beaucoup plus. Celle-là, elle est unique. Et là, au bout de 3 ans, on en est tellement qu'au début... Tu as raison quand tu disais on n'a pas encore vu les applications. Tu parlais tout à l'heure de Uber et tout ça. On peut même penser à l'électricité qui a donné naissance. C'était quoi les applications? Ça peut être tout l'électroménager, avoir un frigo, avoir un lave-vaisselle. Tout ça, c'est permis par l'électricité. Mais ça a mis des années avant de trouver ces applications grand public. Donc je pense qu'on en est au tout début de tout ça. Sur les outils que tu utilises, revenons donc Claude Code. Ouais, Claude Code et après on crée énormément. Dans le terminal, enfin tu vois, comment tu fais? On a créé énormément de. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur les OpenClaw, les Hermès. Moi j'ai une thèse là-dessus. Pour le coup, j'avais commencé à vraiment utiliser ça de manière. Je me suis dit vas-y, je vais à fond là-dedans. Et en fait, je me rends compte d'un truc, c'est que pour moi, en fait, les LLM, on a inventé une sorte de. Disons, c'est un instrument de musique. On a inventé une guitare il y a 3-4 ans. Bien sûr. Et en fait, je pense qu'on est encore au stade où on ne sait pas bien jouer de la guitare. Et qu'en fait, les OpenClaw, les Hermès, etc., on est en train d'essayer de faire un groupe de musique. Et en fait, ça sonne faux. Parce que littéralement, on ne sait pas comment bien utiliser les LLM. Et en fait, moi, là, je suis revenu à des systèmes beaucoup, beaucoup plus simples. Et en fait, je pense que la recherche de la sophistication, ça rejoint un peu avec tous les mecs sur Twitter qui me demandent mon système. En fait, je leur dis, mon système n'est pas sophistiqué. Et je pense que l'erreur, c'est de croire que l'output, que l'or est dans l'output dans la sortie de la sophistication. Donc, essayer d'aller chercher des systèmes extrêmement complexes. Alors qu'en fait... juste bien se servir de Claude en mode classique, je pense que 99% des gens ne savent pas s'en servir correctement. Mais bien sûr. Mais tu as 100% raison. OpenClaw, pour moi, est la démonstration qu'on ne savait pas se servir des LLM. Ce qui veut dire que ça permet, ça crée une anomalie de marché, que tu as des labos dont on parlait à l'instant qui sont financés à coût de dizaines de milliards de dollars, et que tu as un dev solo, qui est loin d'être un débutant et tout ça, mais un dev solo qui peut se dire, en fait, il faut rajouter ça et ça, mettre ça ensemble, et boum, je vous montre comment on va se servir de cette IA générative. Bref, 2 sujets que je veux absolument aborder. Donc c'est passionnant, en tout cas, merci d'être ici. Alors, parlons maintenant de ton compte X, et ensuite, après, on a aussi beaucoup de choses à dire sur Argile. Yes. Alors, ce compte X, donc il a 2 mois, il a explosé. Moi, j'ai mais surtout, j'ai regardé ton contenu. Pourquoi tu l'as fait? Comment tu le fais? Et j'ai plein de questions. Qui est sur Twitter? Comment ça se passe et tout ça? Dis-nous tout là-dessus. Alors, j'ai commencé ce compte-là il y a 2 mois pour 2 raisons. La première, c'est, vu qu'on va commencer... On va bientôt sortir. Tu me permets, excuse-moi. Et je veux dire que je trouve que tu as beaucoup de talent. Parce que tu avais déjà fait, enfin, et ça, l'audience l'a pas, tu avais déjà fait des sacrés buzz
précédemment avec Argile sur la vidéo il y a un an et demi à peu près, où tu avais créé justement des avatars. Ce qui nous a fait rentrer à Wacy, du coup, pour remettre... Je pense que tu as une force là-dessus qui est intéressante. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais non, c'est une très bonne introduction, parce qu'au final, quand je reconnecte les points, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est un peu ce que je faisais avant de manière inconsciente. Ou en gros, donc pour le contexte, donc on a créé la boîte il y a un peu plus de 3 ans. On a fait un premier produit pendant 1 an qu'on a mis à la poubelle parce qu'on n'avait pas de conviction dessus et en fait, ça ne nous intéressait pas. On aurait pu faire du cash dessus, mais vraiment les verticales qui commençaient à prendre ne nous intéressaient pas. Et du coup, on a été vers la vidéo et on a fait un... Enfin, moi, en fait, je deviens bon que dans les choses extrêmes. Je suis incapable de m'épanouir si c'est facile. Du coup, à l'époque, on s'est dit, on va partir sur la vidéo et on s'est dit, on va essayer de faire un modèle state of the art de vidéo avatar. Ouais. Et ce qui est intéressant avec ces modèles-là, c'est que c'est pas... Il n'y a pas besoin de burner des centaines de millions de dollars. Tu peux faire un modèle state of the art de vidéo avatar, donc la première génération du modèle d'Agen et la génération du premier modèle d'Argile qui sont des modèles lip sync. Et en fait, on avait fait ce modèle-là à l'époque et on est parti dans un tunnel de 4 mois, on a réussi à avoir des résultats. Et effectivement, ce qui nous a fait rentrer à Y Combinator et ce qui nous a fait relever un tour de 5 millions avec EQT, c'est donc on fait ce modèle-là, ça marche bien, on se retrouve avec une technologie qui est... on compite avec... Disons-le, SOTA, parce que c'est un mot que toute l'audience ne connaît pas, donc SOTA, oui, c'est state of the art. Ça veut dire state of the art, c'est pas compliqué, ça veut dire c'est le meilleur du moment. Voilà. Et du coup, c'était assez intéressant parce qu'on s'est retrouvé avec une technologie qui nous permettait de faire, en l'occurrence, des deepfakes de n'importe qui. Évidemment, on n'a pas fait n'importe quoi dans le produit. On a mis des KYC, etc., etc. Par contre, il y a un truc sur la prise de risque, c'est quand vous avez une technologie comme ça, c'est comment s'en servir en rognant la ligne sans la franchir totalement. Et en fait, à l'époque, on a ce modèle-là et je me dis, OK, comment capter de l'attention et se recréer un momentum. Et à l'époque, donc la première vidéo que je fais, c'est une vidéo de Marc Andreessen qui parle des deepfakes et en fait qui dit il faut qu'on libère ces technologies-là parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir beaucoup plus d'éducation, etc., etc. Je poste le tweet, j'étais chez moi, il était 23h et là, je vois le tweet commence à partir, 5000 vues, 10 000 vues, 20 000 vues. Et là, je vois des mecs sur Twitter qui commencent à taguer Marc Andreessen. Et là, je me dis, OK, faut qu'il retweet. Je commence à m'endormir. Ouais. Je me réveille vers 3h du matin et là, je vois le retweet de Marc Andreessen qui retweet ma vidéo en disant j'autorise les deepfakes de moi, mais ils doivent me faire dire que ce que j'aurais pu dire dans la vie réelle. Donc, tu vois, il le prend bien parce que je sais que Marc Andreessen, c'est quelqu'un qui est techno-optimiste, un peu libertarienne dans la veine. Donc, forcément, ça va le faire marrer. Je ne lui ai pas fait dire des fake news ou n'importe quoi. Donc, ça marche. Et en fait, on a fait plein de vidéos comme ça. J'ai fait une satire de Zuckerberg où, en fait, à l'époque, j'ai pris... il avait fait 2 mois avant, donc c'était avril 2024. 3 mois avant, il avait fait une vidéo React du MetaQuest, de l'Apple Vision, en disant « J'ai testé l'Apple Vision. En vrai, c'est pas incroyable. Le MetaQuest est bien meilleur. » Enfin, c'était assez drôle parce ça ressemblait littéralement à un gamin dans une cour d'école qui est pas content parce que son copain a fait un meilleur dessin que lui, quoi. C'était littéralement ça. Et je me suis dit, en fait, je vais reprendre ce script-là, je vais l'adapter. Donc, il y a Elon Musk qui sort Grok. Et à l'époque, il y avait la guerre entre Grok et Llama. Et je prends le script de texto initial de Zuckerberg sur sa réaction à l'Apple Vision et je me dis, vas-y, je vais adapter ça avec Grok. Et je lui dis, tu me convertis ça, tu me fais une réaction de Zuckerberg qui réagit à Grok dans le même ton que la vidéo Apple Vision et tu mets des blagues de nerd. Ouais. Et je crois que ça finit en mode de toute façon, vous pourrez pas installer Grok parce que il faut des H100 et je les ai tous achetés. Et du coup, ça fait mourir de rire. Et en fait, ce truc de buzz, en fait, on l'avait fait à l'époque pour capter de l'attention et c'est ça qui nous a fait repartir. Génial. Et aujourd'hui, ce que je fais avec mon compte, je pense que c'est important cette chronologie. Donc, en tout cas, vous aviez déjà fait le buzz précédemment. Ça, c'est important. Et donc maintenant, alors sur X. Du coup, il y a 2 mois, je me pose la question en fait, je suis assez méthodique sur les choses. C'est, Laodis et moi, on a un peu la même vision des choses. Faire du contenu pour faire du contenu, bah c'est cool, mais s'il n'y a pas d'intérêt derrière,
Ça peut être masturbatoire en mode je suis content de faire du contenu, mais je trouve que quand il y a un but derrière, c'est intéressant. Et moi, en fait, le but de pourquoi j'ai fait du content, initialement, c'était donc mon compte, j'avais 2 comptes, j'avais un compte français et un compte américain. Ouais. Un compte américain avec 7000 followers, qui a fait pas mal de vues aussi, et un compte français qui avait 100 followers quand je démarre ce truc-là en février. Et du coup, je me suis dit, ok, vu qu'on va relancer, là, on va bientôt lancer la V2 d'Argile avec l'agent, etc., je vais commencer à faire du personal brand en français pour juste avoir un monopole sur la GenAI vidéo en France. Parce qu'il y a un vide en fait, il n'y a personne qui communique. C'est un truc de ouf, mec, parce que moi je fais du média avec Comptoiria. Avant ça, je t'aurais dit, il n'y a personne sur X en fait, sur ce sujet-là. Bah oui, c'est clairement. Je t'aurais dit, il n'y a personne. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, tu es allé les chercher, quoi. Et ça, en fait, donc ça, c'est le premier truc. Je me dis, c'est facile de créer un personal brand autour de ça parce qu'il y a assez peu de founders tech qui connaissent comment fonctionne la Silicon Valley, comment fonctionnent les labos d'IA dans la Silicon Valley et qui vulgarisent ça avec un message et un ton qui résonne chez les Français. Donc ça, c'est le premier point. Et je me dis, ok, je vais faire ça. Et le deuxième truc, c'est que moi, en gros, mon objectif, c'est de faire une boîte qui va valoir un jour des centaines de milliards de dollars. Et du coup, pour faire ça, il faut créer un personal brand pour que j'attire les meilleurs talents. Et en fait, pour attirer les meilleurs talents, il faut prendre son mégaphone et juste un peu partager ce qu'on fait, partager ses valeurs, partager ce qu'on construit. Bien sûr. Et en fait, ça veut dire aujourd'hui, c'est civilisation de l'attention, c'est essentiel. Et en fait, j'ai fait ce compte-là initialement pour créer un peu de l'audience en France et 2, créer du personal brand. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vu que j'ai commencé à faire du content assez généraliste, qui pouvait plaire aussi à une audience anglophone, quand je commence à faire ce content-là, 3 semaines après, il y a Elon Musk et Nikita Beer qui réalisent la traduction automatique des tweets. Ouais. Et en fait, je me retrouve à avoir mon content qui est retweeté, qui tombe dans le feed d'Elon Musk et qui est retweeté par Elon Musk. Et en fait, là, mon audience, elle est à 30% française, 30% américaine et 30% japonaise. Et donc, en fait, je trouve ça assez intéressant parce que là, mon compte US, je pense que je vais le bazarder. Et en fait, mon compte est devenu un compte quasiment généraliste qui parle à tout le monde dans le monde entier, à part quand je parle des trucs français. Mais il faut que tout le monde comprenne. Donc franchement, tu as fait un exploit par rapport à ça. Moi, j'hallucine. Je suis ravi que tu viennes nous partager ça. 33 000 followers en 2 mois, retweeté 4 fois par Elon Musk. Marc Andreessen, bon, ça avait déjà été le cas et tout ça. Mais c'est dingue, c'est complètement dingue. Et la traduction automatique, hein, tu en as parlé, mais je pense que juste pour bien expliquer, parce que moi au début, la première fois que je l'ai vu, ça m'a un petit peu perturbé sur mon contenu. Donc ça veut dire que les tweets qu'on fait, les posts qu'on fait, le lecteur en face qui va les lire va les voir par défaut dans sa langue native, directement. Et c'est vrai qu'au début, quand je vois moi, tu vois des posts d'Américains de la Silicon Valley que je suis et que je les vois en français d'un coup comme ça m'a semblé bizarre. Et au final, je suis allé faire une petite modif dans mes paramètres pour conserver ce contenu en anglais parce que ça me va, j'arrive à bien le comprendre. Mais toi, par contre, d'une certaine manière, ça a donné encore plus de puissance, de reach à ton compte. Ça t'a ouvert des nouveaux marchés, quoi. Ouais. Je pense qu'effectivement, tu as raison sur... Il y a une petite élite qui bosse dans la tech, qui comprend l'anglais, le français, etc. Mais mine de rien, avoir la capacité de pouvoir consommer le contenu qualitatif qui pourrait être produit au Japon, au Brésil, c'est incroyable. Mais c'est l'espéranto, c'est l'espéranto, c'est la langue mondiale. Exactement. C'est un rêve, c'est Star Trek. Sans la dilution des cultures, parce que le problème et je pense que l'échec aujourd'hui des mondialistes, et je pense qu'ils ont perdu là-dessus, c'était la volonté de diluer les cultures et de créer une culture globale. Et en fait, je pense qu'ils se sont trompés là-dessus. Et en fait, la majorité des mots de nos sociétés aujourd'hui, c'est on paye la conséquence de ça. Et en fait, je pense que le vrai mondialisme, c'est les cultures, on préserve les cultures telles qu'elles sont, en fait, parce que typiquement, je pense que quand Emmanuel Macron a dit il n'y a pas de culture française, je pense qu'il se trompe radicalement. Je pense qu'il y a une culture française, évidemment, elle peut évoluer, mais il y a un terreau et un terreau culturel. Et en fait, la culture japonaise, la culture anglo-saxonne, la culture américaine, elles sont toutes incroyables sous certains prismes. Et qu'en fait, la manière de connecter ces cultures-là, c'est pas par la dilution,
mais c'est par la connexion intelligente. Et en fait, la bonne manière de faire ça, par le langage, c'est de traduire, pas de traduire. Je pense que dans le passé, c'était pas possible parce que les technologies de traduction type Google Translate, ça faisait de la traduction littérale. Et que là, avec Grok, vu que ça passe par un LLM, ça réadapte le ton à la culture. Bien sûr. Ce qui fait qu'un contenu en fait en français va être bien réadapté en américain. Et je pense même qu'en fait, quand ils traduisent au UK et pour les US, c'est pas la même chose. Et pour la vidéo, je pense que ça va être pareil. Je pense que là, il y a un peu cette quête de vouloir traduire en mode lip sync, en mode tu prends la bande audio et tu convertis. Je crois pas du tout à ça. Pour la simple et bonne raison que quand tu fais ça, il y a un signal qui est perdu, qui est l'émotion que tu veux faire passer. C'est pour ça que quand tu doubles des films, généralement les bons doubleurs, ils vont réadapter le script à la culture et ils vont essayer de faire repasser l'émotion. Mon bet là-dessus, c'est qu'en fait la vidéo, le fait d'avoir des vidéos multilangues, vu que les modèles vont permettre de faire ça, ça va être de rejouer les scènes dans toutes les langues, avec des émotions différentes, avec un dialogue qui sonne bien au Japon, truc. Et là, on pourra vraiment avoir des films, enfin des vidéos même sur YouTube, multilangues, qui vont résonner dans toutes les cultures. Ouais. Et en fait, là, ça veut dire que un MrBeast et un Squeezie vont être en compétition directe. Wow. Et là, ils ne sont pas en compétition directe parce qu'il y a encore ce frein technique qui est juste si tu traduis. En fait, si tu prends le contenu de Squeezie et tu le mets en américain, ça va pas résonner. Si tu mets le contenu de MrBeast et tu mets une langue en français, il y a un truc qui ne marche pas. Et le contenu de MrBeast ne performe pas en France. Par contre, une fois que tu as la capacité de prendre la scène de MrBeast et de rejouer le personnage comme s'il avait parlé en français, là, en fait, pour reprendre la phrase de Naval Ravikant, qui dit il n'y aura plus de place pour la moyenne. Il dit en fait, there is no demand for average. On va rentrer dans une compétition où si tu n'es pas la référence de ton domaine, ça va être très très dur de capter de l'attention parce que tu vas être en compétition avec le monde entier. Excellent, excellent. Là, tu nous emmènes loin. On va y revenir sur la vidéo, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que j'avais jamais pensé à ça. En effet, on parlait un petit peu d'un Graal par rapport à ça, du lip syncing, pour aller plus loin que le doublage. Et on pensait que le mouvement des lèvres, on allait pouvoir le faire en IA. Ce que tu nous dis, c'est qu'on va en fait rejouer l'intégralité de la scène. Et ça, je trouve ça vertigineux. Restons un tout petit peu encore sur ton compte X. Yes. Donc, les 30 000, en fait, ça, je n'avais pas compris non plus. En fait, tu sais combien tu as de Français, d'Américains, de Japonais en gros, je pense que ça doit être un 30. Ah ouais, d'accord. Je pense que j'ai beaucoup plus français, tu vois, sur les 30 000. Je fais du français, donc il y a beaucoup de content que je fais pour le marché français. Ouais. Typiquement, quand je parle de l'économie française, ça va pas performer aux US. Ouais. Par contre, j'ai parlé pas mal d'économie et ça, c'est beaucoup retweeté par les Japonais, par exemple. Ah oui. Par exemple, en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est... en fait, mon framework sur X, c'est... moi, je suis animé par la recherche de la vérité. Et pour moi, la vérité, c'est l'histoire et les faits. Comme Elon Musk. C'est l'histoire et les faits. Et en fait, l'histoire et les faits, c'est... en économie, c'est de partir des théories économiques de Marx, par exemple. Et en fait, quand on fait le travail réellement... Aujourd'hui, pour revenir au state of the art, donc l'état de l'art de l'économie, c'est l'école autrichienne. Et c'est en fait les théories économiques et le rapport à la liberté et ne surtout pas intervenir dans l'économie. Et en fait, moi, c'est des sujets qui me passionnent parce que je pense que bien comprendre l'économie, quand on est entrepreneur, bien comprendre l'économie, c'est le nerf de la guerre pour faire des bons produits, pour les déployer, etc. même pour créer des organisations. Et en fait, je me suis mis à littéralement faire des posts sur ces sujets-là. Ouais. Ça me permet d'apprendre et en fait, ça performe au Japon. Ça cartonne au Japon, d'accord. Ouais. Ok. Et je pense que tu as raison. Et l'économie, je pense que pour imaginer le monde de demain, ça va être aussi très important. Donc, ok. Mais sur tes posts, tu postes pas mal quand même. Comment est-ce que tu es organisé? Comment tu fonctionnes? Déjà, moi, je considère, tu l'as dit à un moment, je crois que tu es un des premiers à créer et à assumer un contenu hybride. Toi et l'IA. Yes. Alors, je t'avoue que moi, je fais un peu ça sur mes posts aussi, mais toi, tu l'as fait at scale et comme une star. Un contenu hybride. Et comment tu fais? Est-ce que tu as un calendrier de posting? Est-ce que c'est les sujets dont tu parles? Moi, je sais que c'est des sujets qui t'intéressent. La plupart m'intéressent aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai souscrit à la bonne banque et que je suis contenu. Mais comment ça fonctionne? Tu utilises l'IA, tu as un calendrier, c'est quoi le truc? On pourrait même se dire,
Ça se trouve, Brival, il a craqué le truc, il a un truc automatique. Il fait rien. Non mais pour la blague, hein, pour l'exemple, il y a un truc qui poste tout seul. Il a un agent Brival qui poste. Alors, quel secret tu peux nous révéler ou quelle méthode tu peux nous révéler là-dessus? alors, premier secret, je pense que l'automatisation totale ne marche pas et ne marchera jamais. Ok. Pour la simple et bonne raison que les LLM sont très mauvais à être créatifs et que, en gros, pour reconnecter avec la vidéo de Mark Zuckerberg, je pense que quand l'humain n'est pas à l'initiative de l'étincelle de la créativité, quoi dire, comment le dire, ça marche pas. Ouais. Et en gros, mon process, il est très simple. J'ai appliqué à la création de contenu ce que je faisais avec le code. Et en fait, moi, je vois tout par le prisme de... En fait, je pense que tout est un art. Le code est un art. Et n'oublions pas que tu es CTO à la base. Et je trouve qu'il y a un truc qui est extraordinaire. Ça reste c'est un de se label. dire que... Hein, ça reste quoi? Ça reste un label. Moi, je suis généraliste, j'ai toujours tout appris. Mon ambition n'est surtout pas de t'enfermer là-dedans. Mais tu vois, on pense community management, création, marketing, tu vois, ces univers. Mais même si c'est un label, en tout cas, je pense que ça t'a permis de craquer le truc. Je pense que Steve Jobs disait tout le monde devrait apprendre à programmer parce que ça apprend à penser. Ok, Je très pense bien. que fondamentalement, en fait, comprendre le code, comprendre l'algorithmie et les data structures. Donc, je vais te citer une phrase de le mec qui a fait Linux, qui s'appelle Linus Torvald, qui dit les mauvais développeurs se soucient du code, les bons développeurs se soucient des data structures et de leurs relations. Et en fait, pour moi, les systèmes humains, tout ça, ça reste pareil. C'est des systèmes avec qui peuvent être compris, etc., etc. Et effectivement, moi, j'ai toujours maximisé le fait de devenir extrêmement vertical et très très bon en création de systèmes, du coup, dans la tech, etc., etc. Mais j'ai toujours été extrêmement généraliste. Et c'est le point qu'on a en commun avec la Odys. D'ailleurs, la genèse d'Argile, avant de faire Argile, on faisait un outil qui s'appelait Snippets, qui était un outil de knowledge management. Et moi, en fait, je pense que l'avenir de l'humanité, c'est de créer des polymathes. Je pense qu'en fait, les domaines... je pense que les experts, d'ailleurs, toutes les stats le démontrent, les experts verticalisés qui sont très spécialisés sur un domaine se trompent toujours sur l'avenir de leur propre domaine. Je vous conseille d'ailleurs le livre de Ray Diallo qui parle de Taleb qui parle de ça sur les gens qui peuvent être des génies, par exemple, en économie et être complètement au frais sur la philosophie, ou être des génies en philosophie et être complètement au frais sur l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, les économistes, par exemple, de plateaux comme Zuckman ou comme truc, c'est qu'ils n'ont pas compris des choses dans d'autres domaines, ce qui leur met des œillères. Je pense qu'ils sont de bonne foi, mais ils ne connectent pas les points sur le truc. Okay. Et moi, j'ai toujours été... par exemple, j'ai regardé toutes les conférences d'Étienne Klein, par exemple, je les ai toutes regardées. Qui fait de la... donc on retrouve tes centres d'intérêt dans tes postes. Oui, bien sûr. Mais je m'intéresse à tout. Je pense que c'est très large. C'est très large, en effet. Tout peut devenir passionnant, en fait. C'est ça la... Et dans la rédaction, tu utilises l'IA ? Donc, pour revenir sur la méthode, effectivement, donc j'ai appliqué à la création de contenu ce que j'applique au code. Pour moi, l'IA est un compresseur de temps. C'est que ce qui m'aurait pris, en fait, ce que je n'aurais pas fait dans le passé, et d'ailleurs c'est un peu la thèse d'Argile aussi, c'est donner à des gens qui n'ont pas le temps de créer des vidéos, qui ont une passion, la capacité de le faire. Et en fait, mon process, il est très simple. C'est... j'automatise. Enfin, j'ai pas de calendrier. Je pense que la planification ne marche pas parce qu'en fait, pour vraiment performer, il faut être organique et créatif. Et très bien. La créativité, c'est la réaction à l'actualité, c'est l'idée qui te passe par la tête quand tu parles avec quelqu'un. Très intéressant. Et je pense que pour vraiment performer, les gens qui essayent de mettre du contenu dans les cases, tu peux avoir de la performance, mais tu vas brider ce truc-là. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait... Tu t'appuies sur des LLM. Sur des LLM. Donc, en gros, pour revenir un peu à ce que je te disais tout à l'heure sur la guitare, en fait, pour Argile, on a toujours voulu... En fait, on a un claim qu'on a depuis le début d'Argile, c'est on veut pouvoir créer un écosystème qui crée des vidéos engageantes. La majorité des players aujourd'hui dans le space de la vidéo ne mettent pas cette variable-là dans l'équation parce qu'ils vendent à des enterprises, à du Fortune 500. Quand ton client et quand la vidéo que tu dois faire sert par exemple à former des sales, que la vidéo soit engageante ou pas, que la vidéo soit intéressante à regarder ou pas, tu vas devoir la regarder. Donc du coup, tu vas faire un produit
on s'en fout que ça fasse des vidéos engageantes. C'est du MOOC. Exactement. Mais en fait, c'est ça le sujet. Et je pense d'ailleurs que c'est une catastrophe parce que si les boîtes, entre guillemets, rendaient les vidéos d'onboarding intéressantes à regarder, elles seraient regardées. La réalité... Ça fait 20 ans qu'on génère du contenu, qu'on balance merdique, des MOOC. Parce que le CAC 40 c'est insipide paye et c'est pas des intéressant. millions d'euros, des dizaines de millions d'euros pour des MOOC que personne ne regarde. Exactement. Rien à personne. Et ça, personne ne regarde parce qu'il n'y a pas d'alignement d'intérêt entre le fait de regarder et la perf, entre guillemets. Et nous, c'est d'une certaine manière les jeunes générations qui nous ont appris à faire du contenu engageant. Ben, je pense que là, nous, on pense vraiment je pense que le monde corporate bullshit est mort. Il est en train de crever. Et en fait, tout ce qui est insipide et qui n'est pas intéressant à regarder, c'est des trucs qui n'auraient jamais dû exister, qui ont le mérite d'exister. Il y a des business, etc. Mais littéralement, le contenu pas intéressant, dans le futur, ça n'existera plus. Et même pareil sur l'éducation. Elon Musk avait fait une sortie que je trouvais extrêmement intéressante sur l'avenir de l'éducation. Il disait en fait il faut faire des choses qui s'apparentent à des jeux vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu rends l'éducation fun et pas spécialement dans le but de détruire le cerveau, tu peux très très bien, par exemple, admettons tu as envie d'apprendre à un gamin c'est quoi la trigonométrie. Bah, aujourd'hui c'est très froid, très méthodique, très insipide. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu as les premiers de la classe scolaire qui vont bien apprendre. Et en fait, les gens créatifs qui auraient pu être emportés de... En fait, on va pas apprendre directement la trigonométrie comme ça. On va faire un jeu vidéo et le but, c'est calculer la trajectoire d'un canon. Bien sûr. Bah, en fait, tu rends le savoir et l'éducation ludique. Et donc, pour revenir au point, c'est la clé. Je pense que Notebook LM, tu vois, il y a un peu une première vision de l'apprentissage à l'heure de l'IA. C'est pas encore exactement ce que tu décris, mais je trouve que ça commence à être sympa. Et ouais, allons-y alors. Mais donc, donc pour revenir au point, donc pour Argile, on avait besoin entre guillemets, de résoudre cette problématique, c'est comment faire du contenu engageant. Ce que j'ai fait et ce que je fais, donc pour vous donner le process, c'est que moi, en fait, comme je te disais, je suis énormément consommateur de contenu sur beaucoup de sujets et j'ai beaucoup d'idées qui me passent par la tête. C'est juste que historiquement, j'avais pas le temps de le faire parce que j'étais focalisé là-dessus et j'avais pas un alignement d'intérêt à le faire. Là, en fait, ce que je fais quand je fais un post sur Elon Musk, par exemple, au lieu de le rédiger avec mes petites mains et de passer 2 heures dessus, qu'est-ce que je fais ? En fait, je fais un vocal de 2 à 3 minutes qui contiennent l'intégralité du signal et l'intégralité de l'étincelle de la créativité. Par exemple, j'ai fait un post que Elon Musk a retweeté où je théorise pourquoi Elon Musk aujourd'hui est en train de tout gagner et pourquoi Larry Page, par exemple, est dépressif sur son île. Parce que tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas pris parole depuis l'arrivée de ChatGPT. Et en fait, ma thèse, c'est que vu que Larry Page... donc la genèse de PNN, c'est un désaccord entre Larry Page et Elon Musk. Larry Page pense que l'humanité va inventer une ACI qui va éradiquer Homo sapiens, comme Homo sapiens a éradiqué Néandertal. Et Elon Musk a dit, en fait, il faut faire quelque chose pour que ça n'arrive pas. Et il crée OpenAI. Et je pense qu'en fait... Et Larry Page lui dit, Larry Page, tu es spéciste. Tu es spéciste. Et là, du coup, il y a tout le truc. Il va débaucher Sam Altman à OSI. Et après, il se fait avoir quelques années après. Cette conversation, en effet, tu as rain, c'est la genèse d'OpenAI, d'une certaine manière, et de l'IA générative. Ouais. Et donc, sur ce post-là, littéralement, au lieu d'écrire ce post avec mes petites mains, je fais un vocal où je décris toutes les idées. Parce qu'en fait... Alors attends, vas-y, j'en profite. Le vocal, tu le fais comment ? J'utilise Whisperflow. J'avais testé différents softwares et pour moi, le meilleur logiciel actuel, c'est Whisperflow. Sur ton ordi, sur ton tel, ou les deux. Ouais, généralement sur mon ordi. Ouais. Sur ton ordi. Ouais. Ok. Oui, à 99% sur l'ordi. Ok. Moi aussi, j'utilise Whisperflow, évidemment, Canon. Donc Whisperflow, le vocal. Ok, top. Après, il arrive où ? Et donc, en gros, dans le système, et le truc, c'est que j'ai des systèmes où, dans la conversation, il sait déjà qui je suis. Et en fait, c'est même pas un bon système. C'est juste que typiquement, sur Claude, je dois avoir 3000 conversations avec lui. Il connaît ma structure cognitive, il sait qui je suis, il connaît mon ton. Donc, en fait, quand je lui demande de faire un post, il crache déjà quelque chose qui résonne par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé, parce qu'il a il parle comme toi. Il parle comme moi, il est aligné avec mes trucs. Et en fait, ce que je fais, c'est que il n'y a aucune idée, il n'y a aucun argument, aucune idée que je peux avoir dans le post qui ne vient pas de moi. Tout est dans le vocal de 2-3 minutes que je fais. Et en fait, on peut voir ça comme une espèce de capsule compressée
où il y a tout le signal dedans. Et en fait, je me sers de l'IA pour décompresser ça. Et en fait, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Laurent Alexandre, qui est un ami, Bien sûr. Pour le coup, il a été assez visionnaire sur beaucoup de trucs. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand mon compte a commencé à marcher, il m'a dit, ne me dis pas que tu fais du contenu avec de l'IA. Et en fait, je comprends pourquoi il dit ça. Je pense qu'il apporte, il donne de la valeur et du signal dans le style et la structure et le process d'écriture. Et je pense qu'en fait, moi, le signal, il est dans les idées. Bien et sûr. Comment tu interconnectes les idées, et qu'un LLM est parfaitement capable de prendre ces idées-là et de les décompresser et de créer un post qui est extrêmement intéressant et qui du coup va outperform des posts qui pourraient être écrits avec ses petites mains, et qu'en fait les gens qui ne vont pas par ego se saisir de ça, c'est littéralement, en fait pour moi c'est si IA plus humain produit en 10 minutes exactement le même contenu que tu aurais pu produire en 5 heures, c'est complètement con de ne pas se servir de l'IA. Et du coup, la vertu de se dire, moi, je n'utilise pas l'IA, mon compte, c'est mon cerveau, etc., c'est littéralement dire, moi, je ne prends pas la voiture, je vais parce que je suis fier de... T'écris à la mano exactement. Et tu vas faire tes recherches à la bibliothèque. Exactement. Et du coup, j'ai conseillé Laurent Alexandre moi, je veux le Laurent Alexandre 100X parce qu'il a plein de trucs intéressants à regarder. Et en fait, ces bouquins, au lieu de les écrire en 2 mois, il les écrira en une journée. Et il en chipperait beaucoup plus. Et ça resterait du Laurent Alexandre. Mais alors, dis-moi un truc. Ok, super. Dans tes posts, il y en a que j'adore et qui me permettent, sur lesquels j'apprends des trucs, et ça m'intéresse beaucoup. Mais j'ai l'impression que, je me dis, c'est comme s'il y avait quand même un peu une couche de recherche qui peut être faite. Tu vois, même pas comme si par exemple le LLM il peut aller chercher une information sur Internet pour enrichir un peu ton tweet. Ça, tu me confirmes? Alors, ça exactement. Ça, en fait, typiquement sur les sujets économiques, je suis assez... pour moi, il y a les convictions et après, il y a les arguments. Et souvent, par exemple, il y a une loi, je pense que c'est la loi de Brandolini qui dit que c'est toujours plus dur de démonter un argument fallacieux qu'une vérité parce que, parce que du coup, il faut venir avec les faits. Le truc, c'est que typiquement, je me suis souvent, quand on sait quelque chose et qu'on perd le débat, on ne perd pas le débat parce que on avait tort. On perd le débat parce qu'on manque de faits à venir mettre dedans. Je pense que sur tous les sujets, tu peux quasiment réduire ça à des principes de base. Et tu vois, en économie, sur le principe... Enfin, moi, ma doctrine économique, c'est la liberté individuelle, la propriété privée, le fait que l'État ne devrait surtout pas intervenir dans l'économie parce qu'en fait il casse une dynamique de marché, le signal des prix, etc. et qu'en fait ça, je sais qu'il y a plein d'exemples historiques pour venir justifier ça. Bien sûr. Et en fait, ces trucs-là, je les ai lus. Bah, souvent, je vais peu les avoir et en fait, je vais me servir de l'IA pour aller rechercher ces trucs-là. Et donc, des fois, ça peut me sortir des nouveaux faits connexes à ça, périphériques, parce que du coup, c'est très bon pour aller chercher les trucs. Mais en fait, au final, quand tu dis... Ça, c'est ton API de... Tu utilises Claude pour la recherche des fois, c'est directement sur le Claude. Par exemple non, mais en fait, vraiment, le système de Claude, souvent, suffit. Il est excellent. Et je fais plein de... En fait, là, j'ai fait plein de petits systèmes. Des fois, c'est du Claude directement. Des fois, c'est en CLI. Et en fait, je me sers aussi... Par exemple, il y a un truc... Je te disais, l'automatisation ne marche pas. Il y a un truc que tu peux automatiser, c'est les réponses. Pourquoi ? Parce que généralement, quand quelqu'un... Par exemple, j'ai fait un post... Les réponses aux commentaires, par exemple, sur tes posts. Là, je peux mettre le système, je peux dire « réponds ». Ça va répondre pour moi, comme moi, parce qu'il me connaît que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contexte où, en fait, exemple, j'ai fait des posts sur... dans La route de la servitude d'Hayek. En gros, c'est un Autrichien qui a vu la montée du nazisme, et en fait, il a littéralement... Pour moi, ce livre-là, quelqu'un qui est honnête intellectuellement, qui le lit, qui ne devient pas libéral, il est juste dogmatique et il est juste malhonnête intellectuellement. Et en fait, il dit juste que le socialisme économique, le fait de vouloir intervenir dans les prix du marché, etc., vu que ça ne marche pas, tu vas toujours tu vas remettre plus de moyens. Et en fait, les gens qui veulent, avec une vision du bien commun, créer des systèmes égalitaires, finissent par paver la route du pire. Et en fait, dans l'histoire, c'est toujours les systèmes étatistes qui créent. Et donc, bref, donc moi, je me suis intéressé à l'économie et j'ai ça. Et en fait, quand je fais un post là-dessus, ça me permet juste de partager mes convictions, etc.
il y a des gens qui vont répondre « Ah mais non, t'as tort, ah mais non, t'as tort, ah mais non, t'as tort ». Là, mon process, vu que il y a le contexte de ce que j'ai dit, il a le contexte de la réponse, bah en fait, là, le LLM, si je prends le contexte du tweet, de la réponse, et je dis « réponds », c'est le coup d'échec parfait. Parce qu'en fait, ça va prendre la réponse qui va être forcément fallacieuse, parce qu'en fait, le problème sur X, c'est que typiquement, tu as des gens qui j'ai l'impression que tu découvres les gens qui sont sur X aussi. Ah oui, mais... Moi, et moi, je les connais pas, parce que j'ai pas suffisamment je les découvre pas, je les connais, je suis pas étonné de... Mais il y a des grands malades, quand même. Il y a des grands malades, mais ce qui est très drôle... Mais il y a aussi certaines personnes très smart, hein, évidemment. Ah oui, mais en gros, moi, maintenant, mon flow, c'est si... au début, je commençais à répondre, etc., ça m'amusait. Mais maintenant, si c'est attaque ad hominem, attaque non constructive, insulte, je bloque direct. En fait, pour moi, c'est l'équivalent d'un moustique. Enfin, j'essaie rentrer les moustiques, ils me piquaient. Et là, j'ai fermé la porte. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a quelqu'un qui j'ai fait une offre de coaching. Parce que mon temps est précieux et mon temps vaut ça, littéralement. Et encore, je trouve que c'est pas cher. Ça va faire rager, mais littéralement. Il y a eu plein de mecs qui ont ragé. Je pense que la même offre aux US n'aurait pas fait rager. Et il y a plein de mecs qui ont fait des pavés sur moi, etc., etc. Donc en fait, moi, je les lis même pas, je les bloque. Et là, j'ai un de mes employés qui m'a envoyé ça sur Slack et je lui ai dit... là, littéralement, c'est comme si en fait j'avais fermé la fenêtre. Il y avait des moustiques qui étaient tapés et tu venais de réouvrir la fenêtre. Arrête de m'envoyer ça. C'est des mecs qui sont pas honnêtes, qui sont juste rageux, qui sont juste jaloux de leur situation. Et en fait, moi, ils me font de la peine. Et c'est la rançon du succès. Ah oui, mais moi vraiment, ça me. Mais il faut savoir de pas lire ces trucs-là parce que. Ah mais en fait, je pourrais même les lire. Pour moi, je les prends vraiment à 100 km au-dessus parce que je sais qu'ils sont le fruit d'un système qui les a confortés dans l'argent, c'est mal, la création de valeur, c'est mal, l'éducation devrait être gratuite. Et en fait, tant qu'on avance, cette chape de plomb n'aura pas pété en France, bah en fait, on n'avancera pas parce que littéralement, on parle de je crée une offre. Littéralement, ça va faire du chiffre d'affaires. Je ne vole de l'argent à personne. Littéralement, je rends un service. Et du coup, j'ai déjà rendu un service. Hier, j'ai fait un call avec quelqu'un qui a un software, il fait 2 millions d'ARR. C'est quelqu'un, donc pour le contexte, c'est quelqu'un qui veut faire du contenu sur X. Il est un peu introverti, il est un peu timide et il me demandait comment attaquer le sujet. Et tu vois, je lui ai dit, je pense que copier ma stratégie, si tu es introverti et timide, ça va pas marcher parce que ça va pas résonner. Et du coup, je lui ai posé une question, je lui ai dit, comment t'interagis avec tes amis, tu vois ? Est-ce que tu es dans l'éducation ? Est-ce que tu es dans le prosélytisme ? Et il m'a dit, souvent, je suis dans l'éducation et je vais corriger quand quelqu'un dit de la merde. Je lui ai dit, la stratégie du reply guy, ça marche bien. Et en fait, tu vois, on a fait un call d'une demi-heure, ça s'est bien passé. Et du coup, je crée du chiffre d'affaires, je vais payer des impôts dessus. Bien sûr. Et en fait, si tout le monde était dans cette dynamique de t'as une expertise sur un sujet, tu crées une offre, ça marche, en fait, on ferait juste repartir la croissance. Et vu que les gens ont des dogmes sur l'argent, sur la création de valeur, on se retrouve à avoir littéralement mon cas. Et en fait, je savais que ça allait, parce que pour le contexte, cette offre-là, je l'ai fait. Donc, j'ai une 50aine de personnes qui m'ont dit est-ce qu'on peut faire un call, est-ce qu'on peut faire un call. Donc c'est soit je dis non à tout le monde, soit je mets une barrière qui a un prix. Et du coup, je me suis dit ok, comment je tape un gros coup dans la fourmilière, parce que je sais très bien, il y en a plein. Éric Larchevêque s'était pris des tombeaux de merde aussi quand il avait fait son offre. Et en fait, j'ai volontairement mis un prix d'ancrage à 997 parce que je savais que ça allait faire rager. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que ça fasse rager. C'est qu'en fait, ces prix-là, moi, ça fait longtemps que je vends mon temps beaucoup plus cher. Et en fait, il y a une hypocrisie, c'est qu'on vend tous dans l'écosystème de l'IA, tu as des conférences à 5 000 ou à 10 000 euros. C'est parfaitement normal et ça vaut ce prix-là. Et que le fait de dire publiquement le prix des choses et que ça choque, c'est qu'en fait, c'est le signal que les gens n'ont pas le bon état d'esprit sur ces trucs-là. Et je trouve ça vraiment... moi, ça me fait... Ces gens-là me font de la peine. J'ai même pas de... Il y a quelqu'un qui littéralement, il m'a insulté en place publique. Je n'en veux même pas. Vraiment, j'ai aucune haine envers cette personne parce que pour moi, il me fait de la peine. Je trouve ça triste. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça, ce behind the scene, cette construction qui cartonne et ton apprentissage par rapport à ça, ses retours. Je veux absolument qu'on parle d'Argile, de ta vision aussi de la vidéo, du futur de la vidéo. Tu as commencé par nous en parler un petit peu avec le lip sync notamment. Qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui dans la vidéo ? On en est où ? Seedance 2.0, Kling 3.0, on a des super modèles de vidéo. C'est quoi les étapes d'après ? Et avec Argile, vous en êtes où aujourd'hui ? Alors,
Ces 2 dernières années, donc pour le contexte, avec mon associé Laodis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je commence d'ailleurs à même changer d'état d'esprit là-dessus, c'est que Laodis, c'est quelqu'un qui a un peu le cerveau gauche, cerveau droit. C'est qu'il a vécu, donc on s'est rencontrés il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans une société qui s'appelait Tids, qui était la première société de Luc Souberan qui a fait Swile par la suite. D'ailleurs, entrepreneur très sous-coté, je trouve, qui devrait faire plus de contenu. Bien sûr. Parce que c'est un des seuls qui a fait 2 boîtes à plus deux licornes successivement, et qui est vraiment un maître d'exécution. Et donc on s'est rencontrés à Tids, et Laodis, lui, c'était le premier stagiaire de Luc Souberan. Il a vécu toute l'épopée de 0 à 500 employés, le scale, etc., etc. Donc il a une vision très très claire de comment bien exécuter, donc la partie un peu froide et mécanique. Et de 2017 à 2020, il a eu une période assez créative. Il a écrit un roman de science-fiction, il a fait un film, il a été acteur dans un court-métrage, il a fait de la peinture. Enfin bref, il s'est un peu découvert sur la partie artistique. Et en gros, nous, ce qu'on essaie de créer aujourd'hui sur les vidéos, c'est créer le meilleur outil pour donner à des gens qui ont des choses à dire, qui n'ont pas l'expertise technique pour faire la vidéo, de pouvoir raconter des histoires intéressantes. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec la vidéo, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, ces 2 dernières années, nous, on était en construction, en learning, on n'a jamais joué, on aurait pu jouer ce play de bourriner, faire beaucoup de CA, mais on pense qu'en fait, on veut faire un catégorie player, et d'aller chercher 200 millions d'ARR sur un business model qui va s'écrouler dans 6 mois, en fait, c'est très très dur de prendre un virage radical quand tu es à ces niveaux-là, et du coup, on préfère mettre notre planche de surf sur le bon truc. Et pour nous, le bon truc, c'est, une fois que les modèles sont suffisamment bons, c'est de créer les meilleures expériences non techniques, parce qu'en fait, l'état aujourd'hui des interfaces et des produits de GenAI, tu vois, j'en parlais avec Gilles que tu as reçu, tu as une expertise technique à avoir qui exclut 99% de la population. Il faut apprendre à prompter. Bien sûr. Il faut apprendre c'est quoi une image référence, c'est quoi une first frame, c'est quoi une last frame. C'est intimidant, et du coup... Il faut trouver le bon outil. Exactement. Il faut chaîner 15 000 outils, c'est un enfer. Et on est obligé... Moi, avec Gilles, on forme les gens là-dessus, en effet, parce que ça demande un énorme investissement, c'est technique, on est d'accord. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'abstraire complètement... C'est pas mainstream, c'est pas un produit grand public. C'est de rendre... en gros, c'est de prendre cette technologie-là accessible. Et créer une expérience. Tu vois, nous, le jour où on met un enfant de 7 ans devant Argile et qu'il arrive à produire un dessin animé qu'il aime, on a gagné. Et en fait, ça passe par complètement abstraire la notion de prompting, technique, etc., etc., et faire un peu ce que Apple avait fait avec les interfaces graphiques, mais à la GenAI. Et ça, on pense que donc tu as ce truc-là, et en fait... Je trouve ça super intéressant, mais tu vois, c'est marrant parce qu'on est en train de parler de ton compte X, et là, en fait, vous travaillez sur la vidéo. Ah, mais c'est complètement lié. Et en fait, c'est marrant parce que là, tu as fait cette approche, tu as travaillé là, récemment cette approche hybride et tout ça sur du texte en particulier. Pour moi, c'est la même chose. Mais ça reste un média. C'est exactement la même chose. Ça reste un média. Le LLM cisèle le texte. Exactement. Les modèles de génération de vidéos vont te permettre de faire ça sur la vidéo. Laodis a sorti un petit court-métrage que j'ai regardé qui est très bien réussi, un petit film d'animation. Et donc, je comprends ce message. Donc, ça veut dire que vous allez encore plus loin que le simple avatar, qui est un des sujets sur lesquels vous avez travaillé. Pour nous, c'est un point d'entrée. C'est l'expression vidéo accessible pour tout le monde. C'est ça. Où en fait, l'avatar, c'est une modalité dans le système, mais notre agent, par exemple, en fait, on veut abstraire toutes les couches techniques que tu peux avoir dans le process d'une création de vidéo. Et par exemple, donc admettons, tu fais ton podcast dans Argile, donc tu n'as pas d'avatar, tu vas pouvoir mettre ton podcast en disant je veux que tu me sortes les 20 shorts les plus intéressants. Vu que tu sais que tu as fait le podcast, tu vas pouvoir mettre l'angle. En fait, notre agent va regarder la vidéo, il va te proposer potentiellement la trame, et en fait, il va faire tout le travail de découpage, d'editing, et en fait, tu pourrais même dire tiens, je veux que sur chaque short, au tout début, il y a un avatar qui dise exactement ce qui se passe dedans, voire même assembler tout ça. Et ça, stylé. Sans avoir à savoir que en fait, il faut faire un speech to text, puis ensuite il faut passer dans un LLM, puis ensuite il faut chaîner 15 000 outils pour filtrer sur CapCut. En fait, nous, notre thèse, c'est que les boîtes qui sont des wrappers de commodity qui s'insèrent dans un workflow pour finir sur CapCut vont mourir.
parce que, en fait, vont devoir pivoter. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs de génie qui bossent là-dessus, mais elles vont devoir pivoter vers autre chose. Et pour te donner un exemple parlant de ça, je ne sais pas si tu te rappelles du produit Copy AI. Copy AI, c'est un produit qui était quasiment au top en décembre 2022, qui était l'équivalent de tous les produits de GenAI aujourd'hui sur la vidéo. En fait, qui était un truc de template de text-to-text. Tu transformes un article en tweet, tu transformes un tweet en machin, c'était du text-to-text. Les produits de GenAI aujourd'hui... Typefully, tout ça, exactement. tous ces produits-là, bien sûr. En fait, l'état de l'art de la vidéo aujourd'hui, c'est pareil. Et en fait, une fois que tout ça... une fois qu'on aura trouvé les bonnes interfaces, et nous, c'est notre quête, pour abstraire tout ça et rendre ça simple, aller utiliser 15 outils pour faire une vidéo, plus personne ne fera ça. Parce que du coup, tu vas avoir l'expérience utilisateur de dire « Ok, tiens, j'ai envie de faire un documentaire sur la vie de Nikola Tesla. On va prendre un petit machin. » Et en fait, tu vas être comme un directeur artistique et tu ne seras pas là en mode « Comment je pompe le truc et comment je mets une first frame ». C'est un process radicalement différent. Ça Brival, je le vois souvent. T'as des vidéos qui sont excellentes, des vidéos historiques qu'on peut voir sur YouTube, sur TikTok. Et là, on n'est pas du tout sur du contenu slop. Ça peut être une jeune femme qui se balade dans la rue. Elle est habillée elle est habillée en Zara, mais elle se balade au Moyen-Âge et elle t'explique. Elle rencontre un inventeur, ou Léonard de Vinci, ou Nikola Tesla. Ou alors Nikola Tesla prend la parole à la première personne. Et on a une petite vidéo d'1 minute comme ça, éducative. C'est des contenus qui sont de très grande qualité. Moi, j'ai essayé de les reproduire un petit peu pour m'amuser, pour tester ça. Et pourtant, j'aime bien me servir de l'IA générative. C'est extrêmement technique. Ça prend des heures. C'est un énorme investissement. C'est pas du tout... on n'y est pas du tout encore. Clairement. T'as raison, bien sûr. Et en fait... Mais c'est faisable. Mais c'est très difficile. Plein de modèles à mettre ensemble et beaucoup de temps de travail. J'ai souvenir de Stan Polluck que tu avais reçu de Dusk qui avait dit un truc qui était assez vrai. Il disait, en gros, le LLM et tout ça, c'est la CLI. On n'a pas encore inventé l'interface graphique. Et pour moi, les LLM, les modèles... Le LLM, c'est là, excuse-moi, c'est la CLI, oui, bien sûr. Donc, ce qui a démocratisé l'informatique individuelle, c'est l'interface graphique. C'est la compréhension. Donc, l'interface graphique pour l'histoire a été inventée au Xerox PARC. Vu que Xerox avait un top management... Je viens de tomber là-dessus, vas-y. Avait un top management complètement aux fraises à l'époque. Donc, c'est quand même fou. Ils avaient inventé la souris, l'interface graphique et plein d'autres trucs assez remarquables. Et à l'époque, en fait, c'est Steve Jobs... Top management pourri, mais n'oublions pas aussi, moi j'étais sur cet exemple cette semaine, que Xerox, en fait, à l'époque, c'était quoi ? C'était des photocopieurs. Ah, bien sûr, mais avec un labo de recherche qui était très bon. En tant que boîte de photocopieurs, la souris, l'interface graphique, les gars, ça les faisait flipper. Ils ne voulaient surtout pas y aller. Comme Kodak a loupé En fait, pour moi, aujourd'hui, ce qui est marrant... Ce qui fait que Bill Gates est allé se servir, en fait. Exactement. C'est même pire que ça. C'est Steve Jobs a compris... Steve Jobs construit l'interface graphique avec Apple II. Bill Gates travaillait pour Steve Jobs pour Microsoft. Microsoft était encore une PME. Bill Gates comprend que l'interface graphique, c'est ça qui va créer la révolution. Et il pille tout et il fait Windows. De manière très dégueulasse. Il manquait l'étape Steve Jobs. Si. Il y a un film à regarder qui est un de mes films préférés sur le sujet qui s'appelle Pirates de la Silicon Valley, qui retrace l'histoire de Steve Jobs et Bill Gates jusqu'à la fin des années 90. Tu as tout l'envers du décor et c'est assez passionnant. D'accord, donc on en est encore là, quoi. On en est encore mais pour moi, vraiment. Et le Xerox PARC, c'est OpenAI et Anthropic. Pour te la faire courte. Ils inventent des technologies, mais ils sont incapables de faire des bons produits avec. En temporalité, ça correspond tout à fait à ça. On n'en est que 3 ans après, quoi. Voilà. Okay. Et du coup, en gros, pour conclure, le state de la vidéo, c'est en fait tous les modèles tant qu'on n'a pas atteint le 99,9. Et sur la vidéo, c'est assez simple. C'est un modèle qui est parfaitement contrôlable par le prompting. Donc, par exemple, moi, quand j'ai Seedance 2.0 commence à s'approcher de ça. Et par exemple, moi, quand j'intègre un modèle dans Argile, j'ai quasiment un process scientifique sur comment je le benchmark. Par exemple, je vais commencer tout bête en disant « Fais-moi une vidéo de 4 secondes avec 2 secondes de rouge, 2 secondes de jaune. » Pour voir s'il est capable de suivre le 2 secondes de rouge, 2 secondes de jaune. Ensuite, je lui dis « Fais-moi une vidéo où... » Et ça, c'est fou, on commence à toucher du doigt. Parce que vu que tu peux mettre des vidéos en référence, tu me fais un avatar qui parle
et tu m'incrustes une vidéo en haut à droite et tu fais le truc pour voir jusqu'à où on peut contrôler. En fait, j'ai remonté toute la chaîne comme ça. Et si Dance commence à toucher du doigt sur le contrôle, je pense que le premier modèle qui va taper très très fort, ça va être VO4 de Google. Parce qu'en fait, ils vont fusionner Gemini. Et en fait, ce sera le vrai premier modèle multimodal texte, audio, vidéo en entrée et en sortie. Je pense que c'est Google qui va le sortir. Et une fois qu'il y a ça, en fait, il y a un tipping point qui va se passer. C'est que sur le contenu, le modèle, faut arrêter de croire qu'on va faire prompt to film. C'est complètement absurde. C'est comme vouloir faire prompt to article, ça ne marche pas parce que il faut amener les idées, il faut découper le problème, il faut faire des choix. Et quand tu viens dire, par exemple, fais-moi un film sur la guerre des étoiles, en fait, tu vas déléguer à l'IA le fait de faire tous les choix, de partager, etc., et ça va faire une bouille générique. Par contre, dire, j'ai envie de faire un film de science-fiction, je veux que tu m'aides pour développer le lore, je veux que tu m'aides pour développer les personnages, je veux que tu m'aides pour machin. Ça, c'est génial parce que ça compresse le temps. Et pour faire ça sur la vidéo, il faut des modèles contrôlables. Donc ça veut dire que nous, notre test, c'est que le prochain Star Wars sera fait par un gamin dans sa chambre et qu'en fait, tu as une espèce de nivellement. C'est que vu que la technique et produire quelque chose qui coûtait des centaines de millions de dollars dans le passé va coûter quasiment zéro, la défensibilité sera dans la capacité à faire des bons choix et que tout le monde, en fait, l'humanité sera en compétition sur des films qualité Marvel. Je pense pas que ça va détruire les majors, etc. Je pense que les IP vont rester. Exemple, je pense que un Tom Cruise, un Brad Pitt, etc. D'ailleurs, il y a une interview de Matthew McConaughey que je vous conseille là-dessus, qui a parfaitement compris le phénomène. Il lui dit, cette technologie est là, il faut la saisir. Et en fait, moi, j'ai déjà commencé à scanner ma voix, mon image, etc. Et il a compris qu'en fait, demain, quelqu'un qui est créatif ou même quelqu'un qui a envie de promouvoir un business va pouvoir, je sais pas, t'es une boulangerie dans la Creuse et que tu as envie de promouvoir ton business avec Brad Pitt, tu pourrais avoir un monde où en fait, tu as Brad Pitt qui va faire la promo de ta boulangerie et tu vas juste payer parce que tu sais que l'audience est petite et il y a des vrais business modèles à créer là-dessus. Et ça, en fait, on est au tout début de ça. Et je pense payer 100 balles pour Brad Pitt. Exactement. L'utilisation de Brad Pitt. Et en fait, Brad Pitt, ça utilise dans le monde entier. Il va se faire beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. Et il y aura encore des blockbusters avec Brad Pitt, mais il y aura la petite vidéo et en fait, il y aura la possibilité en fait, pour moi, t'auras des interfaces en fait comme Argile qui vont, enfin des écosystèmes comme Argile qui vont créer des couches de trust entre les IP, entre les ayants droit. Et en fait, si le business model est bon et que quelqu'un qui, par exemple, Disney d'ailleurs, qui avait signé un deal avec OpenAI qui est passé à la poubelle, parce que je pense que fondamentalement, Sam Altman, c'est pas un produit guy. Et Sora. Ouais, Sora, mais parce que fondamentalement, je pense qu'ils sont pas là pour faire des produits. Ils sont là pour faire plein de produits moyens. Ils sont pas là pour faire des produits excellents. Et je pense que faire un produit excellent, et c'est pour ça que j'ai la conviction que si Dario ou Sam Altman étaient des produits guy dans le sens Steve Jobsien, je serais très bullish sur OpenAI au point Anthropic. C'est pas du tout leur dynamique. Leur dynamique, c'est quand on lit le blueprint de Sam Altman, sa vision, c'est d'être le Rockefeller des années 2020, de se placer comme un distributeur, et il l'a d'ailleurs dit dans une interview, de se placer comme un distributeur d'intelligence. Et le problème de ça, c'est que vu que l'intelligence est une commodité, ça n'arrivera pas parce qu'en fait, comme on a démantelé les trusts, c'est pas un monopole sain comme pourrait l'être Google, Amazon ou truc, c'est un monopole de j'ai une technologie qui est une commodité, je crée des gatekeeping, machin, et je suis pas là pour faire des produits. Si ils faisaient des bons produits, et l'exemple sur la vidéo, il y a plein de bons produits à faire, sur le droit, il y a plein de bons produits à faire, il y a des boîtes des centaines de milliards à faire, et je pense que ça, on commence à toucher du doigt là-dessus. Donc ouais, pour conclure sur la vidéo, pour moi, on commence à avoir une technologie dans les mains là, qui commence à être très très bonne, et Seedance 2 est incroyable. Nous, on est en train vraiment de l'intégrer très bon. Je trouve ça dommage qu'il y ait une course à l'intégration bête et méchante, parce qu'en fait, l'intégration aujourd'hui des boîtes... Ouais, c'est ce qui se passe sur des play low-tech. Les Free-Pick, les Xfield. Exactement. C'est juste plug and play les produits sur un agrégateur, ce qui n'est pas... Mais quelqu'un, je les condamne pas là-dessus. Pour moi, c'est le meilleur enfin, après, moi, moyen de surfer je m'en sers via l'API, tu vois, donc c'est pratique. Ok, vous allez sortir un nouveau produit bientôt, tu me disais? On a onboard en interne, donc notre agent qui permet en gros
qui permet de faire tout ce que tu peux faire dans Argile V1, mais avec une notion de liberté et de généralité qui est beaucoup plus profonde. Et donc, en gros, l'expérience qu'on veut créer, nous, c'est... tu as une idée en tête de vidéo. En fait, tu vas parler avec l'équivalent de quelqu'un qui s'est monté, déroché, créé, Excellent. avec les bonnes interfaces qui vont bien, dans le but de faire une vidéo. Et en gros, c'est notre mission. Hâte de tester ça. Tu me disais peut-être la semaine prochaine. Ouais, bah écoute, on va Mais c'est t'onboard. cool parce qu'en plus, tu vois, ça Vu pourra que t'es me Business permettre, Angel, t'auras un petit early access. et ça pourra me permettre de mettre dans ma newsletter un petit contenu peut-être créé avec le produit. Yes. Donc on va suivre ça de très près. 2 dernières petites questions, tu les connais, cher Brival. AGI, on Yes. y est ou pas? Pour moi, on y est quasi sur la cognition. Je pense que clairement on y est. Je pense que je suis assez d'accord avec la sortie de Jensen Huang là-dessus. Oui. Jensen Huang Nvidia qui nous a dit Ouais. on est AGI. tout à fait. Et en fait, pour J'avais moi, dit que j'arrêterais le podcast à l'AGI. mais ma thèse là-dessus, et ça rejoint un peu ce qui au final donne, ce qui est marrant, c'est que ça donne un peu raison à Yann Lequin, c'est que je pense que les LLM, donc l'AGI, tout le monde a des définitions différentes. Moi, pour moi, l'AGI, c'est la capacité de reproduire les idées déjà explorées, enfin, de reproduire les idées déjà explorées et de reproduire la cognition humaine déjà explorée. Exemple, faire des maths déjà explorées, faire un plat déjà exploré, Ok, très bien. etc. Très etc. bien, très Et bien. que par contre, Très créer bien. de la nouveauté. Chacun a sa définition, mais la tienne elle est intéressante. Et En plus, elle est simple. Et Donc, j'ai bravo. complètement Ouais. changé d'avis. J'étais encore Ouais. singularitariste récemment. Ouais. Je ne crois plus à l'ACI. Je ne crois plus à. D'ailleurs, DeepMind a sorti un papier récemment. C'est en fait, on n'a pas le début on n'a pas le début d'un germe de croire que en fait, ça va devenir conscient, etc., etc. Pourquoi? Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment bien compris le sujet, ce que tu avais reçu, Luc Ferry. Et en fait, je pense qu'il a compris le sujet parce que, il vient de la biologie et de la philosophie. Mhm. Et en fait, il définit quelque chose qui résonne en fait vraiment beaucoup parce que ce que j'ai compris sur la création de contenu, c'est un peu connexe à ça. C'est qu'en fait, le geste juste, le bon choix, il y a un côté de tu sens que ça fonctionne. Mais expliquer pourquoi ça fonctionne. Par exemple, tu mélanges 2 notes de musique ensemble, tu mélanges 2 ingrédients ensemble, tu mélanges un bouton et une couleur ensemble. Il n'y a pas de dataset pour savoir que ça marche bien. Tu peux prendre des datasets de beau design, mais le vrai signal, c'est le ressenti humain, quasiment animal des choses. Et en fait, vu que les IA basées sur du silicium ne sont pas connectées au réel et n'ont pas de ressenti, n'ont pas d'émotion, même si elles sont complètement capables de reproduire de manière parfaite la cognition humaine, ça fait que je pense qu'en fait, l'IA plus humain top 1%. Il y a un truc marrant, j'avais une conversation avec Laurent Alexandre, il dit IA plus médecin, c'est moins bon que IA toute seule. Je pense qu'il a raison sur... Et je lui avais posé la question... Ou ce sera le cas en tout cas bientôt. Ouais. Je lui avais posé la question de est-ce que c'est vrai à 100%? Et il me dit non, il y a encore un petit pourcent où c'est pas vrai. Et en fait, je pense que c'est là où est toute la subtilité. C'est qu'en fait, je pense que ce 1%, c'est les médecins qui sont encore créatifs et qui arrivent à connecter des concepts qui n'ont pas encore été explorés. Et qu'en fait, les LLM, c'est parfaitement bon pour recracher de l'intelligence et de la cognition parfaite dans le champ des idées déjà explorées. Par contre, dans le champ des idées non explorées, ce qui est la conscience, ce qui est le dépassement, etc., je pense que ça va être très compliqué. Donc, je crois à l'hybridation homme-machine avec Neuralink, mais je ne crois plus à la singularité. Et j'y croyais encore 2-3 mois, je ne crois plus à la singularité dans le truc, en mode, le truc devient conscient, et là, boum, on ne sait pas ce qui se passe. Tu ne vois pas l'IA nous sortir donc des nouvelles idées Je pense que c'est très très bon pour développer. En tout cas, on va le savoir assez rapidement. On va le savoir assez rapidement, mais je pense que si c'était le cas, on le verrait déjà sur le texte, on le verrait déjà sur le truc. Et Demis Hassabis qui proposait un test là-dessus, qui était... Sur Einstein sur le test d'Einstein. Je trouve que c'est extrêmement fallacieux son donner à notre IA... donc toutes les données, mais les arrêter à une certaine période et voir si elle arrive, sans avoir les nouvelles informations, à inventer les choses qu'on a inventées. S'ils arrivent à faire ça, clairement, c'est une ACI. Je pense qu'il y a un mec qui a compris ça
Et c'est dommage parce que Étienne Klein, Ouais. qui est donc c'est quelqu'un qui fait des conférences où il connecte philosophie et sciences. Sûr. Il a étudié, Astrophysicien. il a bossé au CERN, etc., etc. Enfin, vraiment, ces conférences sont absolument passionnantes. Et en gros, il dit par exemple que Einstein, quand il découvre la théorie de la relativité, il vient à la relativité pas par la data, mais par les expériences de pensée et la créativité. Et se dire qu'est-ce qui se passe si je suis à califourchon sur un truc de lumière, et c'est de la créativité. Et qu'en fait, la data, moi j'en arrive à la conclusion que tu ne peux pas tu peux pas être créatif à partir de la data. Par contre, évidemment que 99% des gens, il n'y a pas de job, il n'y a pas de créativité. Donc ça va être automatisé. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense que ça va être une période très compliquée. Et ça, c'est AGI, tout à fait. Exactement, et ça, c'est l'AGI, on y est déjà. Par contre, le fait de faire avancer le schmilblick, il y a un côté de ressenti des choses, et ça, je pense que c'est pas basé sur de la data, en fait. Et c'est un truc on va sur du Yann LeCun, j'ai pas. Mais Amilab. Je ne crois même pas à... Parce qu'il dit qu'on va réussir à reproduire ça avec de la vidéo. Ouais. Je pense qu'il se plante là-dessus aussi. Je pense qu'il a raison sur le fait qu'on n'arrivera pas avec les LM, et je pense qu'il n'arrivera pas à craquer ça non plus par la vidéo, parce que je pense qu'il y a un truc... Parce qu'en fait, tous ces mecs-là sont déterministiques, philosophiquement, et je pense qu'il y a je pense qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans la créativité humaine et le libre arbitre, etc., etc. Et que oui, effectivement, si quelqu'un pense que tout n'est que data et que tout n'est que interaction neuronale, etc., etc., oui, tu penses qu'on peut faire une AGI. Moi, je pense qu'il y a un truc plus subtil que ça. Merci beaucoup, cher Brivael. C'était passionnant. Dernière question. En un mot, ton livre, film ou jeu vidéo de science-fiction que tu nous recommandes? De science-fiction... Je vais te citer, pour moi c'est de la science-fiction. Mon film préféré, ça a toujours été Retour vers le futur. Magnifique. Vraiment, je trouve que ce film-là, c'est vraiment, t'as des leçons de vie. Je trouve que le concept du voyage dans le temps est absolument passionnant. Et je trouve que les archétypes dans Retour vers le futur, il y a tout. Et pour revenir à ce que je te disais, je crois au libre arbitre, et je pense que en fait, rien n'est jamais perdu. Et dans Retour vers le futur, je trouve que c'est parfaitement incarné. Par exemple, le personnage Biff Tannen et le père de Marty McFly changent par rapport au choix qu'il fait. Et qu'en fait, pour moi, on est les défaitistes qui pensent que tout est foutu. En fait, c'est quand on pense que tout est foutu que tout est foutu. Et quand on pense que tout peut se régler, tout se règle. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci, cher ami, d'être venu nous partager tout ça. On va suivre la nouvelle sortie de Argile. C'était super intéressant. Bravo pour tout ce que vous faites. Suivez aussi Brivael sur X. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt.